On reçoit aujourd'hui Loïc, et tu vas nous présenter. le théorème de décomposition de Frobenius. Très bien, vas-y, présente-nous-le déjà avant de commencer. Alors on va se passer dans un espace vectoriel E de dimension n sur un corps K. On va se prendre un endomorphisme U de E. Et donc le but c'est de décomposer l'espace E comme une somme directe de sous l'espace FI, où en fait sur chaque FI, U restreint à FI, U induit sur FI va être cyclique. Le polynôminal de cet endomorphisme va être PI, et on va avoir une condition sur les PI, c'est-à-dire qu'ils se divisent successivement jusqu'à tout ce qu'on disait, le premier. Donc c'est ça le but de ce développement. Alors, pour commencer, juste pour discuter, d'abord, les FI sont finalement stables. Oui, bien sûr, les FI vont être stables. Voilà. FI à un induit. Et cette condition de divisibilité, pourquoi on l'introduit? Elle nous permet d'introduire une certaine notion d'unicité, en fait, parce qu'il y a existence, comme j'ai mentionné, mais il y a aussi unicité de ces pays, que je ne vais pas montrer dans ce développement, mais il y a unicité, et c'est cette condition qui traduit en quelque sorte l'unicité sur de ces polynômes pays. Voilà, super, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et on peut démarrer. Donc tout d'abord, pour un peu donner l'idée, donc l'idée c'est du coup d'écrire comme ça, et si on réfléchit en termes de matrice, donc tout d'abord on veut construire le premier bloc, et le premier bloc, donc un premier bloc cyclique, et on veut par cette condition que le premier bloc il soit assez gros. Par assez gros j'entends, vu que ce polynôme là va être le polynôme minimal, on veut que ce bloc là soit de taille le degré du polynôme minimal, et vu que EUX de manière générale sa dimension c'est le degré du polynôme minimal local, on va montrer dans un premier temps qu'il existe un x dans E, tel que le polynôme minimal local en x soit en fait le polynôme tout court. Et du coup, on pourra ainsi construire un premier bloc ici, qui sera donc un bloc cyclique. Ensuite, pour pouvoir ensuite faire une récurrence sur la taille de la matrice, ce qu'on veut pouvoir, c'est mettre des zéros ici. Et donc, pour pouvoir faire ça, c'est le fait que pour un tel x, le deuxième lemme, pour un tel x, alors l'espace cyclique EUX, donc qui est le plus petit sous-espace stable par E contenant x, admet un supplémentaire stable. Et donc, comme ça, pour mettre des zéros. Et après, on va travailler maintenant ici, c'est le deuxième point, ça c'est le premier. Et maintenant, on fera le troisième point pour travailler ici sur quelque chose qui serait plus petit. Et du coup, on va pouvoir comme ça raisonner par récurrence. Sur du coup la dimension de l'espace qui est n. Donc voilà le programme. Donc c'est parti pour l'instant, le premier point. Pour ça, on va utiliser la décomposition de mu en facteur inutile. Donc on écrit c'est le produit lié à 1 jusqu'à, par exemple, R sur K de PK puissance alpha K, où les PK sont irréductibles, distincts bien sûr. Et du coup, l'alpha K c'est une unité plus grande que 1. Par le lemme des noyaux, on obtient que E se décompose en somme directe des noyaux associés, PK puissance alpha K de U. Et donc, pour construire notre X, on va d'abord prendre XK, en tout cas XK qui appartient au noyau de PK puissance alpha K de U, mais qui n'est pas dans celui d'avant. PK puissance alpha K, on prend une puissance moins 1. Et ça, on a l'existence d'un tel élément parce qu'il y a une stricte croissance des noyaux itérés, au moins jusqu'à l'indice, exactement jusqu'à l'indice alpha K. Donc on prend un tel XK et on va poser X, qui est simplement la somme d'XK, et on va montrer que ce X là c'est bien celui qu'on cherchait. Tout d'abord, on remarque que mu U, polynôme minimal local de U en X, évalué en X, par définition, ceci ça vaut 0, mais de plus, par linéarité, on peut l'écrire comme étant U de U appliqué à XK. Ici, on remarque que cet élément-là, il appartient à notre noyau ici. Pourquoi ça? Parce que XK est dedans, et par commutativité des deux polynômes, celui-là et celui-là, cet élément-là va encore être dans ce noyau.
Et comme j'ai dit par le lemme des noyaux, ces noyaux sont en somme directe, et qu'on a une combinaison qui vaut 0, alors chacun des termes vaut 0 par la nécessité de la décomposition en somme directe, ce qui nous fait du coup que ce terme-là vaut 0. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que du coup, ça veut dire que le polynôme minimal local de u en xk divise ce polynôme, sauf que du coup, le polynôme minimal local de u en xk, comme pk est réductible, c'est pk puissance alpha k. Ce qui nous donne du coup que pk puissance alpha k va diviser mu x par minimalité du polynôme minimal local. Et du coup, ceci, c'est vrai pour tout cas. Et comme les polynômes pk sont irréductibles distincts, ils sont donc premiers entre eux, et du coup, par le lemme d'Euclide, leur produit va aussi diviser mu x, et leur produit directement mu u, ce qui fait que du coup, mu u divise mu x par Euclide. Bien sûr, de manière générale, sans prendre un élément quelconque, la division dans l'autre sens est toujours vraie, puisque mu annule u en x, c'est toujours vrai. Et donc finalement, on a bien mu x égale mu. On a trouvé un tel élément, c'était positif. Maintenant on passe au point 2, on retrouve un supplémentaire. Pour ça, tout d'abord, on note P, la dimension de Ux, et on va noter E1 qui va être X, E2 qui va être U de X, etc. Jusqu'à, on prend une base du coup, jusqu'à EP qui est U puissance P-1 de X, qui est donc forme une base de Ux, et on la complète par le théorème de la base complète. On la complète cette famille en E1 jusqu'à En base de U. Maintenant, on va utiliser la dualité pour pouvoir construire un supplémentaire. On va poser F, qui est l'ensemble des Y qui appartient à E, tel que pour tout entier J, EP étoile, qui est donc la forme linéaire coordonnée associée à notre base, EP étoile appliqué à EJ de Y doit être égal à 0. Ce qui serait écrit ici, comme étant l'intersection pour tout J des noyaux de EP étoile, de forme linéaire EP étoile en J. Et on va montrer donc que ce F est bien notre supplémentaire stable. Tout d'abord, on doit vérifier que F est stable. Donc pour ceci, on prend un élément Y dans F. On veut montrer que U de Y est encore dans F. Donc pour ça, on prend un J dans N. Si on regarde EP étoile qui a UJ de U de Y, bien sûr, on peut écrire ceci comme étant EP étoile de U puissance J puissant de Y, et comme J puissant c'est encore un entier, et que Y est dans F, on obtient bien 0. Et donc U de Y appartient à F, et donc F est stable. Maintenant, on va passer au deuxième point, on va montrer du coup que c'est un supplémentaire, donc l'intersection doit être triviale. Donc pour ça, on prend un Y qui appartient à F inter EUX. Comme Y appartient à EUX et qu'on a une base, les E de 1 jusqu'à EP de UX, on peut écrire Y en mettant la somme de K jusqu'à 0 jusqu'à P-1 de lambda K fois U puissance K-1, plutôt, je vais indexer plutôt à partir de 1, de lambda K fois EK. Donc ça c'est juste que Y appartient à UX. Maintenant Y appartient à F. Ce qui fait du coup qu'on a cette égalité-là. Par exemple, prenant l'instance du J égale 0, on a donc que EP étoile de Y doit valoir 0. Sauf que du coup, EP étoile, comme c'est la forme linéaire coordonnée associée à EP, tous les coordonnées avant dans la base, qui sont donc E1 jusqu'à EP-1, vont s'annuler. Et du coup, cette expression va nous ressortir seulement lambda P. Du coup, on obtient bien que lambda P égale 0. De même, si on regarde EP étoile de U de Y, vu que lambda P égale 0, le seul qui va nous sortir, c'est d'abord ça vaut 0 parce que Y est dans F, et le seul qui reste,
ça va être lambda P-1. Et du coup, comme ça, on obtient donc que lambda P égale lambda P-1. En décroissant, on va pouvoir obtenir qu'ils sont tous nuls, et donc que y égale 0. Donc il est stable, et il n'intersecte pas. Et maintenant, si on regarde sa dimension, en fait, si on remarque que P, du coup, c'est aussi le degré de mu, parce qu'on a pris un x qui vérifiait que le polynomial local était le polynôme minimal. Du coup, ce qui fait que K de U, le diète des polynômes en U, c'est simplement l'espace engendré jusqu'à U puissance P-1. Et ce qui fait donc que la condition qu'on a ici, d'annuler pour tous les J, en fait, il suffit de s'arrêter à P-1 parce que les autres vont s'exprimer en fonction des P premiers, des P-1 premiers exactement. Ce qui fait que du coup, F va s'écrire comme l'intersection J égale 2 jusqu'à P-1 du noyau de P étoile rond E puissance J. Et maintenant, on va remarquer que ces formes linéaires ici, du coup, on peut aussi faire ça comme étant l'antéorthogonal en quelque sorte de EP étoile rond U, etc. P étoile rond P-1. Et on prend du coup l'antéorthogonal. Et en fait, l'espace ici va être de dimension O plus P, parce qu'il y a O plus P vecteur, ce qui fait que du coup, l'antéorthogonal va être de dimension forcément supérieure à n-p. Et comme on sait que la dimension de EUX c'est P, on a aussi la dimension de F va être nécessairement plus petite que n-p, parce que la somme doit être plus petite que E, ce qui fait donc que la dimension de F finalement c'est bien n-p, et donc on a bien la décomposition E qui s'écrit en somme directe de X, F avec F qui est bien stable. Donc on a montré notre deuxième point, maintenant on passe au troisième point. On va donc faire une récurrence sur n. Tout d'abord, le premier point, si n égale 1, en fait la matrice de taille 1, tout homomorphisme, toute matrice de taille 1 est cyclique, donc il n'y a rien qui est intéressant, tout va marcher en quelque sorte. Maintenant, si on suppose n strictement plus grand que 1, et on suppose l'hypothèse de récurrence vérifiée pour tout entier inférieur ou égal à n, du coup, on prend par le 1, on prend il existe un x dans E tel que mu x égale mu u. On choisit f, un supplémentaire stable de ux. Du coup, on peut décomposer E comme étant EUX supplémentaire avec f. Comme la dimension ici, elle n'est pas réduite à 0, c'est le degré du polynôme minimal. Du coup, ce qui fait que la dimension de f va être strictement plus petite que la dimension de E. Et du coup, on pourra appliquer notre hypothèse de récurrence. Notre hypothèse de récurrence, elle nous dit qu'on peut écrire f comme étant la somme directe pour j égale de 2 à r t fj, et des polynômes P2, PR qui vérifient bien la condition que l'induit de U sur chacun des FJ va être cyclique de polynôme minimal, cela. De plus, les PR se divisent successivement. Maintenant, du coup, en écrivant en réunion, en prenant cette décomposition-là avec E, on a bien écrit E comme une somme directe, comme étant EX, somme directe avec tous les autres. Donc on a bien une décomposition comme on voulait. De plus, maintenant il faut remarquer que en fait P2 c'est simplement le polynôme minimal de l'induit, le polynôme minimal de l'induit de U sur F, ce qui fait que du coup il divise forcément mu U, qui est du coup le polynôme ici qu'on va appeler P1. Et du coup, le P1 ici, avec la suite P2 jusqu'à PR, va bien vérifier la condition de divisibilité. Et bien sûr, U induit sur son espace cyclique est cyclique de polynôme minimal P1. Et donc on a bien, par récurrence, terminé notre démonstration. Très bien. Tu l'as pris dans Le Mansuy, réduction des orthomorphismes. Mansuy Naïmé. Pardon. Oubliez Rached. Partir sur une petite séance de questions. Bon, d'abord, il se trouve que ce développement que tu as bien calibré
et un peu customisé parce qu'il y a des choses originales à la fin, va servir surtout dans une leçon sur les sous-espaces stables et dans une leçon sur la dualité. Après, bon, sur la réduction aussi, mais bon, les objets, les leçons les plus pertinentes, c'est stabilité et. Alors, il faudrait déjà commencer par peut-être présenter les choses sous forme de stabilité. Où est-ce qu'on utilise les sous-espaces stables? Tout d'abord, en fait, notre décomposition ici, bien sûr, les filles vont être des sous-espaces stables pour qu'on puisse après considérer l'induit et bien avoir un endomorphisme, et donc pareil, l'endomorphisme cyclique. Et en fait, du coup, notre décomposition, bien sûr, on veut faire quelque chose, entre guillemets, si on pense matriciel, d'avoir quelque chose par bloc pour pouvoir faire une récurrence. Donc déjà, le fait de pouvoir ensuite faire une récurrence sur la dimension, ça impose le fait qu'on ait besoin de sous-espaces stables. Ensuite, après, déjà, aussi dans le lemme des noyaux, ici, les polynômes ici, les espaces ici sont des noyaux et ils vont bien être des sous-espaces stables. Après, vous savez que d'autres cas de sous-espaces stables ici, je n'ai pas l'impression. Non, je sais pas si je pense pas que j'en vois d'autres. Ce qui est vraiment important, c'est que Si, il y en a. Le supplémentaire qu'on construit là, Oui. Au-delà d'être un supplémentaire, surtout que c'est un supplémentaire stable, ce qui est dur de manière générale. On a tout le temps des supplémentaires, Oui. mais on a vraiment un supplémentaire stable. Et c'est ça qu'on construit grâce à la dualité. Oui, mais ce que tu construis E1, E2 jusqu'à EP, ça va engendrer EUX. Ouais. Ça, c'est le. Oui, EUX est un. Oui, c'est ça, mais tu l'avais déjà dit avant. C'est vrai. D'accord. Et F. Bah oui, il va être stable aussi. Ouais. Donc là aussi, on a du stable. Et en fait, comment on pourrait, en termes de dualité maintenant, pour parler de la dualité, parce que là, la dualité rentre vraiment en compte et de façon incontournable, ça c'est, la dualité est incontournable là-dedans, eh bien, comment on pourrait dire, bah oui, c'est stable parce que, avec le mot orthogonal. Orthogonal. Oui, c'est que du coup, en fait, F va être U stable parce que, s'il n'y a pas de bêtises, F orthogonal, oui. F orthogonal ou F orthogonal. F orthogonal, ouais. Va être U transposé stable. U transposé stable. C'est ça qu'on construit en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut voir U transposé ici dans ce qui est par la suite quand tu as écrit ton. Quand on écrit les vecteurs ici là, les vecteurs, les formes linéaires. Les formes linéaires. En fait, si je regarde EP rond U, c'est U transposé appliqué à EP. C'est étoile, hein, il y a des étoiles. Et pareil. Voilà. Pour les pareil pour les. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, ça, ça. c'est en quelque sorte, je ne dis pas de bêtises, je vois ça comme l'espace cyclique, mais dans le dual. Dans le dual, c'est ça. Donc c'est encore un sous-espace stable ici, et l'autre est stable par. Bah, si on a un sous-espace U transposé stable, bah, son orthogonal ou anté-orthogonal, comme tu dis, et U stable. Voilà, ça c'est important. C'est pour ça qu'on construit le F d'ailleurs. Voilà. Est-ce que tu connais l'équivalent dans le cadre des groupes du théorème de Frobenius? Le théorème des structures des groupes abéliens finis. Voilà, c'est ça. En fait, les conditions sur les polynômes là, qu'on a que chacun des polynômes se divise successivement, c'est la même chose qu'on retrouve sur les entiers dans Frobenius qui doivent se diviser successivement. Oui. Et les sous-espaces cycliques, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des groupes cycliques. Des groupes cycliques, voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a une correspondance entre les deux après. Oui. Mais c'est globalement, c'est la même théorie qui est derrière. Oui, c'est module sur les anneaux principaux de type fini, en fait, Bourbaki. Ok. Alors, les matrices maintenant, la version matricielle de Frobenius. Bon, juste, tu peux le dire oralement, oui, vas-y. En fait, du coup, l'algorithme cyclique, matriciellement, c'est une matrice compagnon. Oui. Et la matrice compagnon des polynômes. Et du coup, en fait, c'est simple, l'énoncé de Frobenius, c'est du coup d'écrire que toute matrice est semblable à une matrice compagnon par bloc, avec la condition de divisité des polynômes associés à ces matrices compagnon. D'accord. Alors maintenant, quand on est dans le cadre où U est nilpotent, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat important, fondamental et bien connu? En fait, si on refait la réduction de Frobenius d'un nilpotent, du coup, si on écrit matriciellement, on va avoir des matrices compagnons associées à des matrices compagnons. Ici. P, du coup, ça sera certaines puissances de X. Alors, est-ce qu'on peut regarder le polynôme minimal déjà? Le polynôme minimal. Le polynôme minimal, du coup, ça va être P1 et ça va être l'indice de nilpotence. Oui.
Et les autres, ils divisent tous. Et les autres les divisent tous. Du coup, forcément, c'est des polynômes, ça s'appelle de la forme x puissance i, Oui, oui. appelé R, potence. Et du coup, ce qui fait que la matrice compagnon d'un tel polynôme, si je l'écris, mais bon, comment on le définit, mais globalement, ça va être comme ça, Oui, oui. avec à la fin que des zéros. Et en fait, c'est la transposée d'un bloc de Jordan, comme on le définit habituellement, Oui, ou le bloc de Jordan, ça dépend comment on le définit. oui, oui. Et en fait, ce qui fait qu'on retrouve exactement la réduction de Jordan d'un nilpotent en appliquant réduction Frobenius à un nilpotent. En fait, les deux coïncident. Donc en fait, avec Frobenius, on peut avoir une preuve, bon, même de toute façon, la même preuve, sauf en raison différent à la fin, marche pour Jordan, mais en particulier, on prouve Jordan quand on prouve en Frobenius. Plus l'unicité Plus, en plus l'unicité aussi. dans la classe de conjugaison, quoi. Et qu'il y a moins d'hypothèses en Frobenius, c'est ça. Là. Enfin, on n'impose pas au polynôme caractéristique d'être scindé. Voilà, Ce qui est oui, le cas pour Jordan, donc c'est plus général. c'est ça. Ouais, ouais. Alors maintenant, bon, genre des questions. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Quels sont les facteurs invariants, donc les polynômes invariants, hein, d'une homothétie? Alors, une homothétie, du coup, voilà. Si on essaie de rapport lambda, Oui, du coup, son polynôme minimal, U, c'est x moins lambda, et son polynôme caractéristique, c'est x moins lambda puissance n. Ce qui fait que du coup, le premier bloc, enfin la première matrice compagnon, va être de degré 1, et comme tous les autres doivent diviser, et qu'on sait que leur produit doit faire le polynôme caractéristique, forcément, chaque facteur, à chaque fois, c'est seulement x moins lambda. d'accord. C'est que des facteurs de degré 1. Obligé, ouais. Et du coup, on obtient une matrice. En fait, on obtient elle-même. Je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Oui, je pense aussi que c'est elle-même en fait. Ah non, non, pardon, elle Bah, est cyclique, non, c'est pas elle-même. Bah, oui. Matrice. En fait, ça va être elle-même, parce que une matrice compagnon 1,1, bah, la matrice compagnon de x moins lambda, c'est juste lambda. Oui, c'est ça. De toute façon, on pouvait s'en douter, quoi, puisque dans toutes les bases, ça s'écrit de la même manière. En fait, oui. Donc, même si Mais les facteurs invariants, c'est forcément x moins lambda. Alors maintenant, si on devait prendre mu u égale x moins lambda puissance m, et qui u, c'est x moins lambda puissance n, alors qu'est-ce que ça donnerait? Bah, du coup, comme on dit, le premier c'est lui, Ouais. et vu que tous les autres doivent du coup diviser, donc le degré de tous les autres sera aussi de la forme x moins lambda puissance m, Ouais, ouais. mais du coup la puissance sera inférieure ou égale à n. Et on sait qu'à la fin, si par exemple j'appelle P2 PR, du coup à chaque fois P2, enfin les Pk on peut écrire comme étant x moins lambda puissance, une certaine puissance k, et on a que les k doivent être tous plus petits que m, plus grands forcément que 1, parce qu'on n'a pas des polynômes nuls, et on a que le... On peut avoir le polynôme nul, tu prends... Oui, parce que, en fait, bon, bien sûr, oui, on le compte pas si c'est le polynôme nul. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est que dans la suite, pour avoir une cité... Oui. Donc voilà, si je cherche, on peut mettre ça. Oui, bien sûr. Et après, on a que la somme des k, enfin la somme des k, doit être égale à n. Enfin, n. La somme des k voilà. plus n. Plus n. D'accord. N plus la somme des k peut être égale à n. Parce que le polynôme caractéristique, encore une fois, c'est le produit des Voilà. variables. Et donc, du coup, est-ce qu'il va y avoir une seule classe de conjugaison? Non, plusieurs possibilités selon des valeurs de m. Et comment tu sais que ces plusieurs possibilités vont donner des classes de conjugaison différentes? Parce que du coup, ça s'appelle les invariants de similitude. Enfin, ce qui est d'ailleurs le propre de ce théorème, c'est que la classe de conjugaison est uniquement déterminée, que j'ai pas démontré l'unicité, mais voilà, pas uniquement déterminée par la suite des polynômes ici, voilà. de matrices dans la même orbite, si seulement si ils ont les mêmes invariants de similitude. Donc, il suffit de trouver, si on a deux invariants de similitude différents, on est sûr que les matrices sont pas semblables. D'accord. Tu as parlé d'Euclide. Ouais. Alors, tu as mu u qui divise, c'est pas tout à fait Euclide. Je dirais, Euclide pour moi, c'est pas ça.
Est-ce que tu peux dire les choses avec soit le mot PGCD, soit le mot PPCM? Plus PPCM. Voilà. On a que le PK puissance alpha Ouais. K divise mu X, c'est ce que j'ai montré. Ouais. Et comme les PK ils vont tous diviser ça aussi, du coup leur PPCM va diviser mu X, par définition du PPCM, Oui. plus petit commun multiple. Voilà. Et comme ils sont premiers entre eux, puisqu'ils sont des types distincts, le PPCM n'est rien d'autre que produit, et donc le produit divise mu X. Je ne Voilà. sais pas trop ce qui s'appelle Euclide, mais... Non, Euclide, c'est si P divise AB, P premier, Oui, alors P divise A ou P divise B. ouais. Ouais, c'est ça Euclide. Alors que là, on est plutôt dans le processus un peu inverse. Voilà. Bon, bah, ça nous fait un joli théorème. Et je vais te remercier pour ce bel exposé.